L'abbé Dubos, réflexion critique sur la poésie et sur la peinture. C'est en 1719, l'année même de la parution des réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, que l'abbé Dubos est élu à l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Il y fera carrière jusqu'à sa mort en 1742. Les documents biographiques le concernant sont rares. Ceux que l'on trouve dans les dictionnaires du temps ont pour source une mémoire que la sœur de Dubos fit rédiger lorsqu'elle intenta un procès pour prouver qu'elle était bien l'héritière de son frère. Alfred Lombard, qui s'est beaucoup intéressé à l'abbé Dubos au début du XXe siècle, a retrouvé cette source et fait le point sur les maigres informations qui retracent la carrière politique de Dubos avant 1719. Sur son acte de naissance, on peut lire que Jean-Baptiste Dubos est né le 21 décembre à Beauvais et que son père, Claude Marchand, était échevin de cette ville. Après ses études, il quitte sa ville natale pour Paris en 1686 où il va étudier la théologie. En 1688, il obtient le titre de maître S.A. En 1692, celui de bachelier en théologie. Il veut être chanoine et pouvoir vivre du revenu attaché au canonicat. Ses soucis financiers semblent devoir s'évanouir lorsque son oncle, chanoine de la cathédrale de Beauvais, résigne son canonicat en sa faveur en 1695. Mais son oncle recouvrant peu de temps après la santé, la résignation est révoquée. Dubos se tourne alors vers le siècle, cherchant dans le monde des ressources. Il fréquente à Paris les académiciens, rend visite à Boileau, à Perrault. Il connaît le père Malebranche et l'abbé Nicaise le présente à Bayle. Chez Ménage, qui meurt en 1692, âgé de 90 ans, il rencontre Galland, l'orientaliste. Comme ses amis, Dubos est numismate et féru d'archéologie. Son premier ouvrage le montre et publie en 1695 à Paris l'histoire des 4 Gordiens, prouvée et illustrée par des médailles. Cette spécialité est un moyen d'approcher les grands et d'accéder aux petits emplois de la carrière diplomatique. Il en sera ainsi pour Dubos. Il débute comme secrétaire du maréchal d'Uxelles aux affaires étrangères. Il est ensuite employé par M. de Torcy, ministre des Affaires étrangères, et l'histoire de sa carrière politique se confond alors avec celle de la succession d'Espagne. Il a une correspondance assez suivie avec Bayle en 1696-97. En 1698, il semble avoir été employé dans des négociations secrètes concernant les affaires diplomatiques. Vers le début de la guerre de 1701, il est chargé de négociations en Hollande et en Angleterre pour engager ces deux puissances à la paix. Il voyage dans ces deux pays et publie à Amsterdam en 1703 les intérêts de l'Angleterre mal entendus dans la guerre présente. Il connaît l'anglais, l'italien et peut-être le hollandais. En Angleterre, il rencontre Locke et découvre l'œuvre d'Addison qu'il citera à plusieurs reprises dans ses réflexions. Ces voyages le conduisent à discuter, comme nombre de ses contemporains, du problème de la dépopulation en Europe. Il lit les remarques sur les provinces unies du chevalier Temple, le plus grand diplomate anglais de son époque, auquel il semble avoir emprunté sa théorie du climat dans les réflexions. Enfin, Dubos lit de nombreuses relations de voyage, qu'il s'agisse des lettres édifiantes des pères jésuites ou des récits de voyage du chevalier Chardin. Les négociations qui eurent lieu en Hollande, en Angleterre, en Italie après la mort de Charles II se terminent et Dubos sait qu'il lui faut trouver de quoi vivre. Il s'efforce d'obtenir une abbaye ou un évêché afin de jouir d'une prébende. Ses activités diplomatiques étaient trop obscures pour se transformer en une charge quelconque. Cependant, par la grâce du cardinal Dubois, qui fera souvent appel à lui pendant la Régence, il obtient en 1716 une rente sur l'archevêché de Sens. Plus tard, en 1723, à la mort du cardinal, il recevra l'abbaye de Ressons près de Beauvais. En janvier 1719, il publie les réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, ouvrage qui connaît un succès immédiat. C'est à ce moment-là qu'il termine une carrière diplomatique sans grand éclat pour embrasser la carrière des lettres et surtout celle d'académicien. Le 23 décembre 1719, lorsqu'il se présente pour la deuxième fois à l'Académie, il est élu à l'unanimité. Le 19 novembre 1722, il est élu secrétaire perpétuel et ne s'occupera plus que de la publication de ses ouvrages et des travaux de l'Académie. Il meurt à Paris le 23 mars 1742, âgé de 72 ans. D'après Alfred Lombard, il a certainement commencé à écrire ses réflexions une dizaine d'années avant leur publication, alors qu'il fréquente les salons et en particulier celui de Madame de Ferriol, qui le présente au maréchal d'Uxelles.
On y parle peinture, poésie, opéra. Homme du monde, Dubos est au courant de toutes les polémiques et connaît les critiques de son temps. Voyageur, il fréquente les collectionneurs et ses descriptions de tableaux s'appuient sur une véritable expérience esthétique. La fin du règne de Louis XIV et le début de la Régence représentent un moment important pour l'art. Les finalités politiques et apologétiques de la peinture n'ont plus de raison d'être. Le développement des arts décoratifs, la fin d'un certain absolutisme, l'abandon du jansénisme conduisent la société des lettrés à redéfinir les arts. Dubos s'inscrit dans un mouvement de réflexion sur l'art qui n'a cessé de chercher à formuler une théorie de l'art. D'Alberti et Vasari à Dufresnoy et De Pile, en passant par Félibien. Dubos n'entre pas dans la querelle qui oppose alors les rubénistes et les poussinistes. Son livre n'est pas une réponse tardive aux écrits de Roger de Pile. Il s'en explique clairement dans les réflexions et la section 49 de la première partie est ainsi intitulée « Qu'il est inutile de disputer si la partie du dessin et de l'expression est préférable à celle du coloris ». Cette section s'achève par une définition du goût. Ainsi, c'est une nouvelle perception des effets de l'art établie sur l'expérience esthétique du spectateur que cherche à définir ces réflexions. En 1719 paraissent 2 volumes, à Paris chez Mariette, rue Saint-Jacques, aux colonnes d'Hercule. En 1733, Dubos s'occupe de la réédition de son ouvrage qui paraît toujours chez Mariette, augmenté d'un volume 3. Il annonce en effet une nouvelle édition revue corrigée et considérablement augmentée, suivant les conseils de ses amis. Dubos a regroupé et parfois développé les digressions concernant la musique et la déclamation des anciens. La plus grosse partie de ces remarques appartenait au volume 1 de la première édition. Il s'agissait en particulier des sections 42 et 43 de la première partie. En 1740, lors d'une nouvelle édition, Dubos modifie quelques titres de sections. C'est cette dernière édition relue par Dubos qui sera le modèle des éditions posthumes de 1755 et de 1770. C'est donc celle-ci que nous avons suivie. Au XVIIIe siècle, l'usage était d'écrire des tables des matières analytiques et le lecteur moderne pourra s'y reporter avec profit. L'ouvrage, qui est composé de 3 parties distinctes, comporte donc 3 tables qui résument le contenu du livre. Enfin, l'auteur fait précéder la première partie d'un avertissement où il explique sa démarche et résume chacune des 3 parties. Les réflexions, on le voit à la lecture de cette esquisse biographique, ne sont pas l'œuvre d'un spécialiste des arts, mais d'un amateur, d'un érudit, que son goût poussa vers l'opéra, la musique, le théâtre, tout autant, sinon plus que vers la peinture. Les nombreuses rééditions des réflexions au cours du XVIIIe siècle sont le témoignage manifeste du succès que connut cet ouvrage. Dans une lettre de Voltaire datée de 1738, on peut lire, à propos de Dubos, « Tous les artistes le lisent avec fruit, c'est le livre le plus utile qu'on n'ait jamais écrit sur ces matières chez aucune des nations de l'Europe. Ce qui fait la bonté de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a que peu d'erreurs et beaucoup de réflexions vraies, nouvelles et profondes. Ce n'est pas un livre méthodique, mais l'auteur pense et fait penser. Il ne savait pourtant pas la musique, il n'avait jamais pu faire de vers et n'avait pas un tableau, mais il avait beaucoup lu, vu, entendu et réfléchi. Certes, Voltaire était reconnaissant à Dubos d'avoir été parmi les premiers à défendre la Henriade, mais le jugement rapporté ici est en accord avec d'autres témoignages de l'époque. Dufresnoy et Roger de Pile, les thèses de Pile sont exposées dès 1773 dans le dialogue sur le coloris. S'adresse aux gens de métier, donnant des conseils parfois très techniques sur l'importance de la couleur locale ou sur le rôle du dessin. Il semble être à la fois juge et parti. Dubos, lui en amateur, a écouté, regardé, lu, et c'est ainsi le point de vue de celui qui reçoit l'œuvre d'art qu'il va développer tout au long de cet ouvrage. Ce qui l'intéresse avant tout et qui fait l'originalité de son propos, c'est la place qu'il essaie de donner au spectateur. Ce qui est en jeu, c'est la construction d'un espace théorique autonome qui serait celui de la réception de l'art. D'autres ont cependant avant lui pensé au public, et Dubos reprend, en la modernisant, la tradition rhétorique qui depuis l'origine s'est intéressée au spectateur. Le cours de peinture, par principe de Roger de Pile, s'il peut être considéré comme un manuel à l'usage des peintres, fait également preuve de modernité en cherchant à définir des règles reposant sur la nature de la perception visuelle. Ainsi, comme dans un tableau, il doit y avoir unité de sujet pour les yeux de l'esprit. Il doit pareillement y voir unité d'objet pour les yeux du corps, écrit-il dans le chapitre consacré au clair-obscur. Pour Dubos, il s'agit d'analyser cette perception.
Il est alors largement tributaire de Malebranche, ainsi que le montre Annie Beck dans la genèse de l'esthétique française moderne. Il utilise la notion de sentiment comme jugement naturel pour expliquer l'appréhension des beautés d'une œuvre. L'œuvre produit sur le spectateur des effets ou sensations qui sont les modifications subjectives de l'âme. La rationalisation du sensible à laquelle Dubos se livre le conduit à reconnaître au sentiment un statut positif. Il en fait un sixième sens enraciné dans l'expérience vécue. Cela lui permet de remplir l'un des objectifs qu'il a lui-même énoncé dans l'introduction à la première partie des réflexions. Expliquer l'origine du plaisir que nous font les vers et les tableaux. C'est dans cette perspective qu'il considère que le sens destiné à juger une œuvre est le sens même qui aurait été attendri. Enfin, le parallèle entre la poésie et la peinture est sans doute un lieu commun de la rhétorique depuis Aristote, mais il est tout aussi pour Dubos un moyen moderne de continuer la lutte pour la dignité du statut du peintre, entrepris par les artistes italiens depuis la Renaissance. Cette lutte se trouve toujours au cœur du débat dans lequel se situe l'histoire de l'Académie royale de peinture et de sculpture. À l'Académie, le brun a régné non sans difficulté de 1661 à 1690, mais son déclin s'était amorcé vers 1683, après la mort de Colbert. À sa mort, Mignard lui succède. Or, dans la querelle qui oppose les peintres, le brun représentait le parti de ceux qui soutiennent le rôle primordial du dessin dans la peinture. Mignard, lui, appartient au parti des coloristes. En 1692, le succès que connaît le tableau de Coypel, Démocrite, marque la victoire des coloristes. En 1699, un amateur éclairé, Roger de Pile, écrit que la couleur donne au dessin sa puissance et sa perfection. Dans un ouvrage intitulé Abrégé de la vie des peintres, les Français ont hérité cette querelle des Italiens. Elle eut pour origine le combat qui opposa les artistes capables de maîtriser une activité intellectuelle à travers le disegno, tel que Vasari le présente dans les vies de peintres, aux simples artisans broyeurs de couleurs attachés à une activité manuelle. En France, la querelle secoua l'Académie que sclérosait une doctrine trop attachée aux règles. Sans prendre parti, Dubos, lui, défend l'idée que la couleur et le dessin sont tous deux constitutifs de la peinture. En revanche, on constate que le problème du statut de l'artiste n'est pas encore résolu à ses yeux. Des faits nouveaux pourront se produire qui permettront à la peinture de conquérir une autre place. C'est la période où se multiplient les cabinets, où les commandes passées aux peintres émanent de riches bourgeois financiers qui cherchent à s'intéresser à la peinture. On y discute peinture, les sensibilités se diversifient et l'on voit apparaître une nouvelle conception du goût. En 1708, De Pile, dans son cours de peinture, affirme que l'amateur peut juger d'une œuvre d'après son sentiment personnel. C'est précisément à cet amateur que s'adresse Dubos. La notion de public commence à se créer, en partie grâce aux expositions qui voient le jour en 1673. C'est la date de la première exposition organisée par l'Académie royale de peinture, créée en 1648. Les suivantes auront lieu en 1699 et 1704, pour la période qui précède la Régence. La date choisie, le 25 août, jour de la Saint-Louis. Elles sont accompagnées d'un livret et restent ouvertes au public une vingtaine de jours. Avant la parution des réflexions, il n'y en a pas eu d'autres. Une isolée se tient en 1725, mais c'est seulement à partir de 1737 et jusqu'en 1795 que leur rythme sera bisannuel. Jusqu'en 1760, 200 œuvres environ sont exposées, dont 2 tiers sont des tableaux. Ensuite, ce sont environ 400 œuvres qui sont proposées au jugement du public. Le point de vue de Dubos est bien plus celui du spectateur que celui de l'artiste, et le succès de son ouvrage au cours du XVIIIe siècle paraît sans aucun doute lié au développement des expositions, c'est-à-dire à l'existence d'un public d'amateurs plus ou moins éclairés qui cherchent à s'informer. Les comptes rendus du Mercure de France, les nombreuses brochures qui accompagnent les expositions à partir de 1637 en sont la preuve. Pendant la Régence 1715-1723, il n'y eut aucune exposition publique organisée par l'Académie. Une certaine vacance du pouvoir, le développement des cabinets d'amateurs, de la peinture décorative liée à la construction d'hôtels particuliers peuvent en partie l'expliquer. Évoquant cette époque, Gombrich rappelle qu'au nord des Alpes, comme en Italie, cette orgie de décoration tendait à éclipser l'indépendance de chaque art dans l'histoire de l'art. Il relève le nom du seul peintre qui, lui semble-t-il, peut être comparé aux grandes figures des époques antérieures, Antoine Watteau.
Or, Dubos ne le mentionne pas, bien que celui-ci soit son contemporain. Il ne manifeste aucun intérêt pour la peinture de son époque. Il ne parle pas non plus de Hyacinthe Rigaud, qui atteint l'apogée de sa gloire. Il faut donc saisir le discours de Dubos dans la continuité d'un mouvement qui, à l'imitation des Italiens Alberti, Vasari, Lomazzo, cherche à donner au peintre un autre statut que celui de l'artisan voué à l'exercice d'un métier manuel. En Angleterre, c'est le même souci qui animera Sir Joshua Reynolds, 1723-1792, quelques 20 ans plus tard. Le souci de Dubos n'est pas de soutenir que la peinture l'emporte sur la poésie, mais de montrer que ces deux arts marchent d'un pas égal. Ce point de vue est le seul qui permette de faire des peintres les égaux des poètes. Dubos se situe tout naturellement dans la perspective du ut pictura poesis. Ses efforts en matière de théorie de l'art tendront vers tout ce qui permet au peintre d'être autre chose qu'un décorateur. Il privilégie donc la peinture d'histoire. Celle-ci représente en effet le seul genre qui donne au peintre la possibilité de mettre en œuvre ses qualités d'invention et son art de la composition. La position de Dubos est donc en quelque sorte une position de combat, mais elle n'a cependant rien de révolutionnaire. La lutte entre l'Académie et les corporations de métiers, réunissant les peintres sous le nom d'Académie de Saint-Luc au XVIIIe siècle, aura la même signification. Ce n'est qu'à la fin du siècle que la rupture entre artistes et artisans sera consommée dans les faits et que l'Académie perdra son rôle libérateur. Dans la langue, la séparation sera définitive vers 1750. Dubos déjà s'excuse d'employer parfois le mot artisan pour désigner les artistes. Le choix de la peinture d'histoire comme seul genre qui valorise le peintre conduit naturellement au parallèle avec la poésie dramatique. Ces deux arts permettent la peinture des passions et la vision dramatique des actions humaines. Sur la scène théâtrale comme sur la scène picturale, traditionnellement, dans la hiérarchie des genres, la peinture d'histoire occupe la première place, ce que Dubos ne remettra pas en cause. De plus, pour faire comprendre au lecteur que les effets de la peinture sur le spectateur sont identiques à ceux que produise le théâtre, il commence son livre par l'analyse du plaisir que l'on éprouve devant un spectacle. En analysant le plaisir sensible que causent les vers et les tableaux, Dubos fait appel aussi bien à l'expérience du lecteur qu'à son bon sens. La théorie de l'art qu'il développe est celle de l'imitation. L'art y est interrogé du point de vue des rapports qu'il établit entre copie et original d'un côté, entre production et plaisir esthétique de l'autre. Dans cette perspective, l'original recherché par le peintre doit être susceptible d'intéresser le spectateur. Sinon, constate Dubos, dans le cas des natures mortes ou des peintres d'animaux, la copie nous attache plus que l'original. Cette admiration pour l'habileté technique de l'artisan n'est pas susceptible de lui donner sa dignité et ne saurait donc satisfaire au grand but de l'art qui est de plaire et de toucher. À qui plaire? Si tous les hommes sont doués de sensibilité, ils ne peuvent cependant nous constituer, tous constituer le public. Ce mot de public ne renferme ici que les personnes qui ont acquis des lumières. Comment plaire? Dubos analyse les spécificités des différents arts. Todorov, dans Théorie du symbole, a clairement défini ce projet de typologie sémiotique des arts, que Dubos fut le premier à avancer. En analysant les moyens spécifiques dont usent les peintres et les poètes, Dubos renouvelle le parallèle traditionnel entre la poésie et la peinture. Enfin, il montre que ces deux arts ne réclament pas les mêmes connaissances de la part du public. Il oppose l'espace et la peinture au temps, la poésie, distinction que Diderot et Lessing reprendront dans leurs écrits esthétiques. La poésie est explicative, circonstancielle, elle profite de la durée et peut nous présenter diverses actions sans que notre esprit en soit gêné. Elle peint les passions et nous présente des personnages variés et multiples, elle possède le pouvoir de la métamorphose, elle s'étire dans la chronologie. La peinture, au contraire, ne dispose que d'un espace unique et ne nous fait voir qu'un instant de la durée, affirme Dubos. Il développe alors une idée essentielle, celle de la communauté de culture nécessaire entre le peintre et son public. Il a fait dépendre de l'essence même de la peinture en expliquant que le peintre est réduit à se servir pour nous toucher de personnages que nous connaissons déjà. Son grand mérite est de nous faire reconnaître sûrement et facilement ces personnages. Il considère qu'un poète est tout à fait capable de rendre ses lecteurs sensibles au malheur d'un prince inconnu, mais que le peintre, lui, n'a pas cette liberté. Celui-ci ne fait pas connaître, mais reconnaître. Dubos est conscient du fait que l'ignorance joue le rôle d'un écran entre l'œuvre et celui qui en jouit, bien que le public au XVIIIe siècle fût un public choisi, s'intéressant au tableau de Poussin.
la mort de Germanicus, il écrit les 3/4 des spectateurs, qui sont d'ailleurs très capables de rendre justice à l'ouvrage, ne sont point assez lettrés pour deviner le sujet du tableau. 50 ans plus tôt, Dufresnoy, s'adressant aux peintres, les incitait à se cultiver, à partager la culture des poètes et des lettrés, car, écrivait-il, nous aimons ce que nous connaissons, nous désirons ce que nous aimons. Comme Dufresnoy et de Pile, Dubos donne des conseils aux peintres et dresse la liste des sujets les plus connus. D'abord les sujets tirés de l'histoire sainte, puis ceux tirés des événements de l'histoire des Grecs et des Romains, enfin les sujets nationaux. Cette question des sujets chez Dubos pose non seulement le problème du goût, mais révèle également que la peinture se trouve à cette époque à un moment décisif de son histoire. En effet, la nécessité sans cesse répétée de se cultiver, d'élever les sujets, de respecter une tradition chaque jour plus ignorée, souligne la montée d'autres intérêts qui seront étudiés au XXe siècle par des historiens comme Gombrich ou Franck Castel. Les pays du Nord, les pays commerçants, vont jouer un rôle prépondérant dans la France du XVIIIe siècle. Leur influence concurrençant celle des Italiens va accélérer le mouvement que pressent Dubos lors d'un élargissement du public non lettré. Un élargissement du public non lettré. Quoi qu'en dise Dubos, on préfère déjà les portraits, la peinture du genre ou les paysages à la peinture d'histoire. L'image trouve un contact direct avec le public qui n'aura plus besoin des inscriptions réclamées par Dubos pour éclairer le sujet du tableau. En ce qui concerne la peinture d'histoire, la notion de culture que développe Dubos se fonde sur les différentes cultures nationales. C'est ainsi qu'il esquisse, à travers l'étude de la variété des sujets nationaux, une histoire des variations du goût. Il passe en revue les héros préférés des Italiens, des Français ou des Espagnols, avant de définir longuement quels sont les sujets les plus appropriés à la tragédie et à la comédie. À travers ces propos, on retrouve les problèmes ou les modes qui alimentent les gazettes du temps. À l'époque où Dubos écrit ses réflexions, l'expression des passions est toujours au cœur des débats théoriques sur la peinture et la littérature. Ainsi, l'imitation des actions humaines constitue l'essentiel de l'invention poétique. Au théâtre, on peint les passions et la valeur attribuée à la scène représentée dépendra de son pouvoir émotionnel sur le spectateur, c'est-à-dire de son degré de vraisemblance dans l'imitation et l'expression des passions. C'est le vraisemblable qui nous émeut. Si l'œuvre nous émeut, elle nous séduit. Or, la force de séduction d'une œuvre est due à la capacité d'invention de l'artiste. C'est donc sur l'artiste que Dubos se penche dans la deuxième partie de ses réflexions. Considérer que l'invention est une partie constitutive du génie est tout à fait traditionnel. En s'appuyant sur Quintilien, Dubos écrit donc qu'il faut être né avec du génie pour inventer. Il est habituel de se référer à Dubos lorsqu'on évoque la théorie du génie mise en place au XVIIIe siècle. C'est en effet à l'aube de ce siècle qu'on remet sur le métier les vieilles idées héritées du génus et de l'ingénium. Dans l'édition de 1690 du dictionnaire de Furetière, le mot génie offre deux entrées essentielles. La première, dérivée du génus, définissait des démons bons ou mauvais que les anciens croyaient accompagner les hommes illustres. La seconde ajoute que ce mot se dit aussi du talent naturel et de la disposition qu'on a à une chose plutôt qu'à une autre. Ce dernier sens est bien celle du latin ingenium, qui s'appliquait au caractère inné et aux dispositions naturelles. C'est ce que laisse entendre Dubos lorsqu'il définit génie comme l'aptitude qu'un homme a reçue de la nature pour faire bien et facilement certaines choses que les autres ne sauraient faire que très mal. Cette aptitude, dépassant la mesure commune, est alors couramment appliquée au domaine des lettres, des beaux-arts, des sciences, de la philosophie, et même à celui de l'action. En ce qui concerne les hommes d'État et les militaires, il est donc normal que Dubos prenne aussi comme exemple d'homme de génie un grand capitaine aussi bien qu'un grand peintre. Qu'est-ce qui caractérise le génie? L'invention, c'est-à-dire l'enthousiasme, la fureur, l'inspiration divine dont parlaient les anciens et que les modernes reprennent à leur compte. Dubos cite ainsi Perrault, ce feu, cette divine flamme, l'esprit de notre esprit et l'âme de notre âme. Épître du génie de Fontenelle, à Fontenelle. Pour expliquer que ce talent particulier de l'invention distingue les artisans illustres des vils ouvriers et manœuvres, ce que nous lisons dans les réflexions se retrouvera chez Voltaire. Ce terme de génie semble devoir désigner non pas indistinctement les grands talents, mais ceux dans lesquels il entre de l'invention. Dictionnaire philosophique. Le théoricien doit-il considérer qu'en ce qui concerne le génie, l'inné s'oppose à l'acquis? Dubos montre que ce problème n'existe pas. Il n'est pas utile d'opposer la nature à la culture et que Quintilien lui-même ne veut pas même
on agite la question si c'est le génie ou si c'est l'étude qui forme l'orateur excellent. Pas d'art ni de plaisir sans règle, pas de génie sans étude. La définition qu'en donne Dubos est à cet égard très classique. Le génie est donc une plante qui, pour ainsi dire, pousse d'elle-même, mais la qualité comme la quantité de ses fruits dépendent beaucoup de la culture qu'elle reçoit. Cette métaphore de la plante permet à Dubos d'introduire un point de vue physiologique dans son étude des conditions d'apparition du génie. De la désignation d'une aptitude, on passe vite à la désignation d'une personne. Ce glissement de sens peut se comprendre à travers deux locutions. L'une de génie se dit au XVIIIe siècle d'un travail inspiré par la propre invention de l'auteur et quelquefois en s'écartant des règles communes. Littré cite Fontenelle pour illustrer ce sens. Il est vrai qu'il n'y a que ce morceau qui soit de génie et que le reste n'est que le travail et l'idée d'érudition. L'autre homme de génie est employé par Diderot pour distinguer le génie du commun des mortels. L'homme de génie est connu de la postérité. L'homme en est ignoré. D'autre part, à l'époque classique, ce mot désigne les caractères distinctifs qui forment la nature propre d'une chose, d'une personne, d'un peuple. C'est le sens que lui donne Rollin. Il n'est pas moins important d'étudier avec soin les mœurs des peuples, leurs génies, leurs lois, leurs usages, leurs coutumes. C'est en s'appuyant sur ce qui fait la spécificité des nations, c'est-à-dire sur leur génie, que Dubos introduit la théorie des climats. Il mêle alors les observations qu'il fait sur les peuples à celles qu'il fait sur les artistes. Pour lui, tout est sur le même plan et dans un tel cadre, le mot génie sert simplement à désigner le caractère propre de chacun. En citant aussi bien les anciens que les modernes, il s'emploie à montrer que le climat et le terroir sont essentiels à la détermination des caractéristiques du génie. On sait comment, depuis Montaigne, les relations de voyage et les réflexions sur les différences ont introduit les idées de relativité et de tolérance. C'est à partir d'idées semblables que Dubos introduira la notion de variation dans le goût. Ainsi, à propos du théâtre, il note que le génie particulier des peuples se retrouve dans les modes de déclamation. Le jeu des comédiens italiens paraîtrait une déclamation de possédé à ceux qui n'auraient jamais vu jouer que des comédiens anglais. Il insiste aussi sur l'idée de la relativité historique importante, on le sait, dans l'histoire des sciences. Pour juger s'il y a progrès, dit-il, il faut tenir compte des connaissances possibles à une époque donnée. Newton n'aurait pas été possible sans Galilée. Dans le domaine des sciences naturelles, nous devons autant tout l'avantage que nous pouvons avoir sur les anciens. C'est de fait la réponse que Dubos entend donner à la question posée de la suprématie des anciens ou des modernes dans la querelle. Dubos croit à un certain déterminisme du climat sur les hommes, et toutes ces remarques historiques vont dans ce sens. C'est de tout temps qu'on a remarqué que le climat était plus puissant que le sang et l'origine. Une présence trop visible de l'artiste dans l'activité artistique était contraire à l'esthétique des classiques. Ceux-ci parlaient alors péjorativement de manière sans pour autant partager toutes leurs idées. Dubos ne sort pas de cette problématique. Pour lui, la nature varie suivant les climats et l'artiste est celui qui copie la nature. Jamais l'art, pas plus que le génie, ne sera défini comme une activité créatrice où un sujet créateur se détache de son objet. Mais l'intérêt de cette théorie des climats appliquée à l'esthétique, c'est qu'elle introduit partout la notion de variation. Dubos, sans jamais redéfinir le beau, place sa réflexion sur l'art dans le sillage du père Bourse, c'est-à-dire d'une esthétique ouverte à la grâce et à la variété. Il montre aussi un esprit ouvert aux sciences nouvelles. Est-il influencé par les Anglais pour qui l'expérience est à la source de toute connaissance? On sait qu'il a lu Locke et Shaftesbury lors de ses séjours en Angleterre et la place qu'il accorde au sens dans la réception de l'œuvre d'art confirme cette lecture. L'originalité de Dubos tient dans cet équilibre qu'il essaie de maintenir entre la théorie de l'art héritée des anciens et un point de vue moderne qui le conduit à étudier la spécificité des arts et à esquisser ce qu'on appelle aujourd'hui une théorie de la réception. Dubos ne sort pas de la problématique de l'imitation, mais le doute qui existe à son époque sur la valeur de l'objet représenté ne manque pas d'apparaître dans les réflexions, même s'il s'arrête avant la question fatale « qu'est-ce que l'art ?» Ce doute affleure dans les réflexions lorsque Dubos aborde le problème des genres mineurs en peinture, mais il le repousse très vite sans véritablement résoudre le problème de l'intérêt qui pousse le public vers ses œuvres. La théorie du génie, telle qu'elle est formulée dans les réflexions, met l'accent sur l'œuvre produite par l'artiste. De cette manière, le statut que l'on reconnaît à l'artiste peut devenir le statut de l'œuvre d'art. Dubos présente l'œuvre au sein d'un réseau complexe qui
prend en compte les multiples regards qu'elle suscite. Le lecteur moderne, en lisant ce livre, comprendra aisément que la culture des lettrés embrassait les arts et les sciences. Comment ne pas retrouver dans les lettres philosophiques de Voltaire des échos de ce que Dubos écrivait sur le public ou sur les physiciens? Mais surtout, en parcourant les salons de Diderot, on comprend que le sentiment promu au rang de jugement esthétique s'est imposé dans la critique d'art. Certes, l'intérêt que Diderot porte à la peinture de genre n'est pas présent chez Dubos, mais en dégageant le regard posé sur les œuvres, de la critique reposant sur l'attachement aux règles, il a ouvert la voie à la critique d'art. Une critique d'art qui, en abandonnant l'étroit chemin des normes classiques, trouvera un discours nouveau et bientôt sensible à la modernité, désira.